Bonjour, nous sommes le 23 décembre 2024. Bon, 23 décembre 2024. Bon, hier, il a fait une journée, c'était dimanche. Il a fait une journée, je veux dire, humide, c'était humide. Alors, dans certaines régions, on avait même des averses, je veux dire, on avait un ciel couvert, je veux dire couvert. Bon, pour ceux qui sont dans la campagne, ben, ils peuvent se retrouver avec un contraste d'un paysage campagnard, c'est-à-dire verduré, avec un ciel, un contraste avec un ciel bleu, je veux dire bleu qui vire vers le noir, c'est-à-dire un bleu sombre. euh, c'est un bleu étrange. Bon, pour ceux qui habitent dans les campagnes, ils peuvent voir ça, bien sûr. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il va y avoir des averses qui vont suivre. Et hier, c'était des averses. Dans certaines régions, il y avait des averses. Comment on appelle ça avec de la neige fondante. C'est des averses avec de la neige fondante, mais qui s'est estompée, je veux dire, qui a laissé la place à de la pluie. Bon, hier, c'était fort pluvieux. Aujourd'hui, il fait un petit peu humide, comparativement à la journée d'hier. Et je peux vous dire que, bon, ça commence bien pour un 23 décembre, la température est bonne. Alors, la température avoisine, bon, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ça dépend de ce qu'on est. Bon, c'est relatif, c'est relatif. En plus, il y a les vents jouent un petit peu, je veux dire, jouent un petit peu, je veux dire, son de cloche. Et je peux vous dire, bon, les températures sont variables d'une zone à l'autre. Je veux dire, c'est pas forcément les mêmes températures constantes partout. Et parfois, ça varie. On a 1 degré, puis tout d'un coup, un degré en moins, puis 1 degré en plus. Ben, c'est variable. La météo, elle est variable. C'est pas qu'on a une température constante en extérieur. La température est variable. On peut passer de 3 degrés, puis après 4, et puis 5, et puis 6, tout d'un coup. Voilà, c'est comme ça. La température, c'est pas constant comme on le fait croire. Je veux dire, elle n'est pas forcément constante comme on pourrait le croire. Voilà, elle est variable. Tout d'un coup, on a 5 degrés, puis 2 secondes après, on a 6 degrés, puis on repasse à 5, et ainsi de suite. La température, elle est comme ça, parce qu'il y a le courant des vents, il y a les vents, il y a toutes sortes de paramètres qui font que, je veux dire, on n'a pas forcément une température qui est toujours, voilà, c'est pas constant. On va dire ça comme ça. Alors, ici, je vais traiter un problème ici, en vue de son lancement. En vue de son lancement, une entreprise effectue des dépenses suivantes. Alors, on a des frais d'études de marché, on a de la TVA dessus, bien sûr, voilà. Et alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des frais publicitaires. Donc, moi, je dirais, je vais enlever ça. On a des frais d'études de marché qui sont incorporés, voilà, et un régime TVA, bien sûr. Et alors, il y a un amortissement. Alors, sachez que, bon, les frais d'études de marché, il y a un régime, voilà, de 19% pour tous les deux. Le régime est le même. Et la société décide d'amortir ses frais en 4 ans et on demande de passer les écritures comptables. Alors, en comptabilité, attention, comptabilité, il y a beaucoup de choses à voir dans comptabilité. Tout d'abord, ceux qui manipulent, les personnes manipulant la comptabilité, bon, ceux qui travaillent dedans, ils sont en plein dedans tous les jours, donc ils n'ont pas de soucis. Sauf peut-être parfois, il y a un cas particulier. Il y a des gens, ils ramènent toujours des cas particuliers. Bon, et ça, bon, ça fait partie de la gestion exceptionnelle des cas. Et ça, c'est un peu plus difficile à répondre. Il faut soit un conseiller ou voilà, une personne habilitée, je veux dire, juridiquement, qui connaît voilà, ces dossiers exceptionnels, euh, ou qui a déjà répondu, je veux dire, à cette question exceptionnelle. Donc, généralement, un comptable, il connaît son métier. Sauf si maintenant, il a des cas exceptionnels, il doit les gérer. Et s'il ne les connaît pas, ben, il doit faire face. Et il peut aussi s'entourer de personnes, il n'y a pas de problème. Donc, il ne peut pas raconter. Le but de la manœuvre ici, c'est pas de dire oui ou non. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous verrez que
certaines personnes, bon, à un sujet, ben, ils peuvent dire oui, je peux l'aborder. Ou, par exemple, on va dire, une personne a un problème, certains vont dire oui, je peux l'aborder. Par exemple, un projet, certains vont dire oui. Et après, quand ils vont commencer à réaliser, ben, ils vont se rendre compte qu'ils ne savent pas le faire. Le projet. Donc, par exemple, voilà, on demande de construire un building, un bâtiment, voilà. Et bon, une société prend la charge de le faire. Donc, il soumet le dossier. Il y a une soumission qui est faite du dossier et certaines sociétés, voilà, concourent à vouloir, voilà, prendre le dossier. Et bon, après, il y en a une qui est élue. Une ou deux, parce qu'il n'y a pas forcément une entreprise qui peut rentrer en jeu. Ces projets conséquents peuvent avoir plusieurs entreprises, voilà, qui peuvent rentrer en jeu. Mais de toute façon, il y a plein de sous-traitants qui rentrent en jeu dans des projets. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ce qui se passe, il y en a, ils vont dire oui. Mais en fait, ils n'ont pas les financements pour faire les travaux. Ils pensent, je veux dire, le faire, mais ils voient qu'à un moment donné, c'est en dehors de leurs possibilités, parce qu'ils ne sont pas capables. Ils sont pas capables, parce que leur taille d'entreprise, leur nombre d'employés, les machines qu'ils ont, la taille du projet fait que, bon, ils ne peuvent pas répondre. Pourtant, ils ont dit oui au départ. Ils auraient dû dire au départ, non, je ne sais pas le faire, donc je me retire direct. C'est pas qu'il faut aller rechercher un projet, l'entreprise n'est pas capable de faire le projet. Alors maintenant, il y en a qui vont vous dire non, bah, ils sont sincères, ils vont vous dire peut-être qu'ils auraient su le faire, mais en tout cas, ils vont vous dire non parce qu'ils ne savent pas le faire. Voilà, et normalement, il y a, entre oui et non, il n'y a pas peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est soit oui, soit non. Alors certains diront, ben, je ne sais pas faire le projet, je ne sais pas. Bon, c'est-à-dire, par exemple, c'est comme là, bon, ça c'est pour un projet ou un dossier. Bon, on peut gérer, voilà, on peut gérer beaucoup de choses. Un dossier, par exemple, juridique, par exemple, hein, ou administratif, juridique ou administratif, etc. Alors, certains vont vous dire, oui, ben, moi je sais le faire. Et après, vous vous rendez compte que la personne n'est pas capable de répondre à votre problème. Administratif, voilà. Administratif. Voilà, juridique. Après, on peut aussi gérer un projet. On va dire, le projet, c'est toutes sortes. Hein. On peut faire gérer des projets de ce qu'on veut. Ça dépend du domaine où on est. Au niveau juridiction, administratif ou industriel, peu importe, un projet industriel ou un projet, voilà, gérer un projet de cité, de cité, on va dire, habitable, ou peu importe, hein, je veux dire, on peut construire une cité, construire des logements, construire des appartements, construire des routes, construire des rues, construire ce qu'on veut, voilà, créer un parc, voilà, et etc. Bon, et ainsi de suite. Alors, bon, comme je vous dis, beaucoup de gens vont vous dire, oui, bon, tout d'abord, là, on est tenu à chacun sa compétence. Chacun sa compétence. Bon, on va pas aller chercher un boucher pour faire voilà, une route. Hein. Voilà, on va pas aller chercher une infirmière pour faire, je veux dire, du pain. Bon, chacun ses compétences, on va dire chacun son milieu. C'est-à-dire que c'est différent. Voilà. Et alors, maintenant, entre infirmiers, par exemple, je prends entre docteurs, ben, il y a des compétences, il y a des, je veux dire, voilà, il y a le docteur généraliste, il y a des spécialistes. Donc il y en a qui peuvent répondre encore mieux à la spécialisation par rapport à d'autres docteurs. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, chacun ses compétences, chacun son domaine. On va dire ça comme ça. Donc ça veut dire que, soit vous répondez oui, soit vous répondez non, mais il y en a certains vous diront je ne sais pas le faire, je ne sais pas faire le projet. Je ne sais pas faire le projet. Voilà. Et ça c'est valable dans tout. Donc, ici, un comptable, voilà, un comptable, s'il y a des questions qu'il ne sait pas faire, bah, il va aller voir soit un conseiller ou il va aller revoir les lois qui sont, je veux dire... alors, attention aux vieux jeux. Il y en a qui sont vieux jeux. Vieux jeux. Donc, par exemple, moi, je suis un petit peu vieux jeu. C'est-à-dire, bon, je me base sur de la vieille comptabilité, sur un vieux PCMN, voilà, sur des vieilles règles,
je veux dire, qui sont plus d'actualité. Or, je devrais même mettre, je veux dire, montrer la comptabilité, je veux dire, actuelle. Attention que quand je dis actuel, bon, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent par rapport à... Bon, il y a des articles qui ont changé, des articles de loi qui ont changé, mais en fait, elles n'ont pas changé radicalement. Elles n'ont pas changé par rapport à la racine, par rapport au point de départ. Elles ont changé par rapport, tout simplement, en modification. Les lois sont là, ben, on les utilise, et alors on peut complémenter par rapport à des, voilà, des juridictions qui se sont présentées à un moment donné, qui ont vu que bon, il y avait bon, des cas d'école ou des cas de figure qui, voilà, qui ne rentraient pas dans les articles, donc il fallait modifier pour pouvoir prendre en charge ce nouveau, voilà, ce nouveau cas de figure, ben, il fallait modifier l'article de loi. Donc, vieux jeu, ça veut dire que, bon, ici, moi, pour la pédagogie, je prends, bon, de la comptabilité, bon, qui est un petit peu des vieilles lois. C'est pour ça que je vous dis toujours, allez voir ce qui se passe maintenant, les nouvelles lois. Parce que, bon, il y a des, comme je dis, il y a des modifications, etc. Donc, moi, je suis vieux jeu. C'est-à-dire, je me base sur une vieille comptabilité, mais c'est pas pour autant que tout est mauvais. Hein. Loin de là. Loin de là, il y a beaucoup de choses qui sont actuelles, mais il faut remettre au jour, au goût du jour, allez lire les lois. C'est pour ça que je vous dis toujours, allez lire les lois. Allez lire les lois. Parce que par exemple, si je prends une SPRL, ça n'existe plus. Alors, moi, quand je parle d'SPRL, si dans un cas de figure, je parle de SPRL ou SPRLU, ben, la SPRL n'existe plus, la SPRLU n'existe plus. Donc, il y a beaucoup de types de sociétés qui n'existent plus. Donc, il faut aller voir voilà, ce qui existe maintenant comme ce type de société, comparativement auparavant. Avant, il y avait beaucoup d'innombrables sociétés. D'innombrables types de sociétés. Ça, c'est un cas de figure. Au niveau de la législation, elle change. Ouais, ça, c'est les lois de 2019. Donc, quand je dis vieux jeu, ben, ça veut dire que certains sont vieux jeux aussi. Bon, ils pensent, bon, connaître tout, mais en fait, ils ne connaissent pas les nouvelles lois parce qu'ils n'ont pas été les lire. Le tout, c'est d'aller lire, voilà, les rédactions qui ont été faites des nouvelles, voilà, des modifications des lois. C'est pour ça que je dis que certains comptables sont vieux jeux. Ils sont basés sur la vieille comptabilité. Donc, quand on est en comptabilité, bien sûr, expert comptable ou quoi, on est tenu de se mettre au courant, je veux dire, des nouvelles lois. C'est-à-dire aller lire, je veux dire, la législation, ce qu'elle elle en ressort à chaque fois. Voilà. Donc, quand je vous disais, bon, quelqu'un vous allez répondre à une question, elle vous dit oui, bah, si elle ne sait pas le faire, bah, c'est qu'elle ne savait pas. Quelqu'un qui dit oui doit être sûr de ce qu'il fait. Oui, je sais répondre à la question, oui, je sais gérer votre dossier, oui, je sais répondre à la demande, oui, je sais, au niveau du marché, je sais répondre à la demande, je peux fabriquer autant de produits pour les sortir, il n'y a pas de problème. Parce que s'il y en a un qui arrive, qui dit, vous êtes une petite taille d'entreprise, il vous dit, bon, vous faites combien de réparation de machines? Bon, j'en fais 10, 15. Et si demain je ramène 100 machines, est-ce que tu es capable de les faire? Oui. Non, faut être sûr. Faut pas dire oui, après il va ramener 100 machines, elles vont rester là. C'est un coût de transport, un coût, voilà, de perte de temps. Donc c'est pour ça que oui, c'est ce que ça veut dire. On est capable ou on n'est pas capable. Alors oui, on est capable, mais on n'est pas capable. Alors certains vous diront, ouais, je ne sais pas, mais ils vont pas se mouiller. Parce que je ne sais pas, je veux dire, c'est aussi un cas de figure. Hein. Je ne sais pas, bro. Entre le oui et le non, il y a des nuances, mais on s'en fout. On s'en fout des nuances. C'est oui ou non. C'est oui ou non, c'est comme la logique. Hein. Oui, si c'est pas oui, c'est non. Mais maintenant, certains vous diront, je ne sais pas. Allez, ça peut arriver, le je ne sais pas, c'est par rapport à une question. Est-ce que tu sais répondre à la question? Oui. Est-ce que tu sais répondre à la question? Non. Est-ce que tu sais répondre à la question? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça veut dire que c'est ni oui ni non. Il ne sait pas dire c'est oui, c'est non. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, ça c'est pour vous dire que dans tout cas de figure, il faut aller lire la législation. La législation. Et bon, moi j'utilise un PSMN de 2002. Attention à ça. Donc je suis vieux jeu. On va dire ça comme ça. Je suis vieux jeu parce que j'utilise un PSMN que je possède. Voilà, ici, en version papier, mais de 2002. 2002. Voilà, de 2002. Alors, je me base sur ça ou je me base aussi sur la PSMN qui est sur Internet. Mais maintenant, quand sur Internet, je ne trouve pas tout de suite. Je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Un numéro de compte, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas chercher dans 36 PCMN du net. Moi, je prends ma version papier, je l'ai tout de suite. Mais, voilà, peut-être que dans ma version 2002, il n'y a pas, voilà, de nouvelles,
voilà, des nouvelles rubriques. Parce qu'on appelle ça des rubriques de compte. Ce sont des rubriques. Alors, je vous rappelle que le PCMN est classé en division et subdivision. Hein. Et vous avez le compte 6, et puis 60, et puis 601. Vous comprendrez que ça fait une structure en arbre. Et vous avez, par exemple, le compte 6, voilà, qui va donner, par exemple, le compte, voilà, 60, 61, 62, etc. 63, 60, il va donner, voilà, 608, 609, et ainsi de suite. Alors 609, il peut se décomposer en cours. Voilà, donc c'est une structure comme ceci, en arbre. Les comptes, les rubriques, ça c'est les numéros de compte. Donc les numéros ont une architecture. Architecture de type arbre. Alors voilà, c'est type, en fait un arbre c'est plutôt comme ça, avec des feuilles. Voilà, c'est plutôt comme ça un arbre. Mais si c'est un arbre à l'envers, hein, parce qu'un arbre on veut, ouais, si je fais un arbre, voilà, ici c'est bon, j'ai fait un arbre mais à l'envers. Je pars du départ, point de départ, et puis je subdivise. Je fais une subdivision. On va dire ça comme ça. Bon, on a une architecture en arbre. Donc ici, on a une comptabilité avec une architecture en arbre. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, en vue de son lancement, alors pourquoi je disais ça? Parce que, pourquoi je parlais de ça? Il y a une raison. La raison valable, c'est que la comptabilité, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord, la législation. C'est d'abord de la législation. Alors c'est pour ça que je vous disais que vous êtes tenu à la législation. C'est pour ça que j'ai fait tout un tour de passe-passe pour vous dire, la législation, on la connaît, on la connaît pas. Si vous ne la connaissez pas, il faut la lire. Ou si on ne comprend pas, on demande, il n'y a pas de, voilà, de honte à ne pas comprendre des articles de la législation, parce que parfois, voilà, le verbiage de la législation est un petit peu trop, on va dire, cossu. On va dire trop cossu. Je veux dire, il est le moins décousu possible, mais il est trop cossu. Donc parfois, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce que. Et le tout, c'est pas de se tromper, c'est pas de croire qu'on a compris, et puis après qu'on se trompe. La législation, quand on la lit, ben, je veux dire, il faut bien la comprendre pour bien être sur les rails de ce que voilà, prétend ou prévoit ou indique ou décide la législation. Hein. Il ne faut pas comprendre le contraire de ce que raconte la législation parce que vous n'avez pas compris, que vous faites croire que vous avez compris. Donc la législation, quelqu'un qui n'a pas compris, il peut aller chez voilà, une personne compétente qui va lui décortiquer voilà, les tenants et les aboutissants voilà, du verbiage des articles correspondants ou voilà, des documents qui ont été envoyés, je veux dire, au travers d'une juridiction voilà, qui demande compréhension. C'est-à-dire la compréhension, déjà parfois entre avocats ils ne se comprennent pas, et pourtant c'est la même législation, et alors pas dire un citoyen qui doit, je veux dire, voilà, comprendre des articles de loi. Donc la législation doit être connue, enfin doit être lue et comprise, et si elle n'est pas comprise, elle doit être demandée, je veux dire, à des hommes de loi, voilà, des éclaircissements concernant, voilà, des articles de loi. Et ça c'est pour beaucoup de métiers, beaucoup de métiers. Voilà, dans l'administratif, dans voilà, on retrouve du droit un peu partout. Dans des sociétés, il y a le droit commercial. Donc il y a certaines personnes qui sont engagées et qui s'occupent voilà, de la législation au niveau commercial. Parce que les droits, ils ne sont pas uniquement dans les tribunaux. Hein. Vous n'avez pas retrouvé que des gens de droit dans les tribunaux. Vous avez des gens de droit aussi dans certaines sociétés. Ils connaissent le droit et voilà, ils manipulent des dossiers concernant le droit. Et ce n'est pas forcément des avocats. Hein. C'est pas forcément des avocats. Voilà. On ne délègue pas forcément tout à des avocats. On peut déléguer à des gens de droit. Maintenant, quand ça revient de droit à un avocat, on paye les honoraires d'avocat et on paye bien sûr les services d'un avocat. Donc la législation doit être connue, ça c'est une chose. Et en plus de ça, ben, il y a du calcul. Alors, ce calcul, ben, il est d'ordre mathématique, mais il est rempli par les logiciels peuvent remplir ces calculs. Donc il y a du calcul d'ordre mathématique. Donc il y a ce que j'appelle du traitement. Voilà, je vais appeler ça du traitement. Voilà,
du traitement, on va dire que c'est des mathématiques appliquées. Il y a de la mathématique appliquée. Et bien sûr, beaucoup de notions de commercial. Hein. Appliquées, bien sûr, appliquées aux notions commerciales. Aux notions économiques et commerciales. Économique, virgule, financière et commerciale. Voilà, il y a de nombreux traitements. Mais attention, attention à ce que je vais dire. Attention. Attention. Est-ce qu'un mathématicien peut s'occuper, je veux dire, du traitement mathématique appliqué aux notions économiques et financières et commerciales? Ah. Et c'est là que la question se pose, avec le oui et le non. Ou je ne sais pas. C'est pas si évident. Parce que vous allez ramener un mathématicien, lui il va croire que bon, il fait des mathématiques, donc lui il va traiter comme il se dit bon, les amortissements on calcule comme ça, comme ça, comme ça, ben, il va calculer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien non. Et là, c'est là que va se poser un problème avec le patron. Parce qu'il va se dire, bon, le patron, il va se dire, ouais, ben, tu sais calculer, mais tu ne connais pas la législation. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est des mathématiques appliquées donc, à des notions économiques, financières et commerciales avec une législation. Une législation. Donc c'est pour ça que je vous disais que connaissez-vous pas, il ne faut pas dire oui alors que vous allez faire un traitement que le patron va vous dire, bon, ça n'a rien à voir. Ou un juriste ou une personne de droit va vous dire, écoute, tu ne peux pas calculer comme ça. Parce que les taux ne sont pas des taux légaux. Tu as appliqué une méthode, d'accord, la méthode elle est bonne, mais légalement, tu n'as pas appliqué les taux légaux. C'est-à-dire que la législation elle prévoit des taux, voilà, des taux légaux. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller lire les articles de loi. Bon, maintenant, certains ceux qui font des études, on s'en remet au professeur, on se dit que bon, il est compétent, donc il a les informations nécessaires pour pouvoir les divulguer aux étudiants, donc il connaît les taux légaux, donc il va calculer voilà, les traitements, faire des traitements avec des taux légaux. Voilà, et c'est ça que je vous disais qu'un mathématicien va arriver, bon, ouais, est-ce que tu sais faire voilà, un calcul sur un tableur qui va permettre de calculer les amortissements? Lui, il y va, hop, et puis il remet le dossier. Arrivé le dossier, bon, on présente ça, par exemple, à l'administration financière, elle voit ça. Monsieur, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le taux n'est pas, c'est pas le bon taux. Ben, il suffit de changer le taux. D'accord, mais en attendant, on a remis peut-être un document signé, je veux dire, à valeur légale, qui est signé, paraphé, et qui fait en sorte que tout est mauvais parce que juste le taux n'est pas légal. Les calculs sont beaux, mais le taux n'est pas légal. Ça veut dire qu'on avait affaire à un mathématicien, mais pas, je dirais, quelqu'un qui connaissait la législation. C'est pour ça que je vous disais, il faut connaître la législation en comptabilité. Il faut connaître la comptabilité. Bon, tu connais ou tu ne connais pas, il faut connaître la législation. Donc, oui, c'est savoir faire ce qu'on demande. Mais si maintenant vous croyez savoir ce que vous faites, et que il y a des choses mauvaises et qui peuvent être mauvaises, je veux dire, dans un cadre, je veux dire, légal, mais vous êtes en porte-à-faux avec la législation. C'est pour ça que je vous disais, quelqu'un qui fait de la comptabilité, la première des choses, ici, dans ce cas-ci, dans ce cas de figure-là, on demande de calculer, d'accord, mais sur base de quoi? Sur base de quoi? De la législation. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Eh bien, une fois que j'ai dit ceci, le tout, c'est d'aller chercher la bonne rubrique et le bon numéro de compte. La bonne rubrique et le bon numéro de compte. Voilà. Donc, alors, je vous rappelle, j'avais vu le 20. Le 20, donc le compte numéro 20. Alors, le compte 20, ça doit être parlant. Pour ceux qui font de la comptabilité, le 20, c'est parlant, c'est frais d'établissement. Voilà. Voilà, frais d'établissement. Voilà, je vous rappelle que avant de commencer à pouvoir produire quoi que ce soit,
ou vendre, ou peu importe, si une entreprise commerciale ou de production, ou les deux, elles peuvent faire production et vente, voilà. Une entreprise, ben, elle supporte des frais à fond perdu, ça vous le savez bien parce que je vais déjà expliquer. Par exemple, les frais pour la constitution de la société, les études de marché, voilà, on appelle ça, c'est ce genre de dépenses, des frais d'établissement. Alors, bien sûr, elles sont engagées qu'une fois au cours d'un exercice. Donc, et alors, ça, j'avais déjà expliqué, ce compte-là, frais d'établissement, et j'avais dit qu'il pouvait être amorti. Effectivement, on peut amortir tout ça. Donc, on peut amortir les frais d'établissement, les immobilisations corporelles, mais ça, vous le savez déjà depuis longtemps. Les immobilisations incorporelles peuvent aussi être, je veux dire, comment on appelle ça, amorties, mais suivant ce que dit la législation par rapport au taux que dit la législation, le nombre d'années que dit la législation. Donc, il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Bon, mais ici, il y a un compte spécifique pour, on va dire, pour les frais d'études de marché et les frais publicitaires. Bon, c'est une sous-rubrique du compte 2. Alors, je rappelle que frais d'établissement, ça fait partie du compte 2. 220, et puis vous avez le 202 qui est autres frais d'établissement. Ce sont les autres frais d'établissement. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans, dans ces rubriques-là? Ben, on met, la législation vous dit qu'il faut mettre d'autres dépenses importantes engagées au cours d'un exercice, ben, qui concernent les activités de plusieurs années à venir. C'est-à-dire qu'on pourra amortir aussi. On pourra amortir aussi les autres frais d'établissement. On pourra les amortir. D'ailleurs, ici, c'est un exercice d'amortissement, parce que vous voyez, elle décide d'amortir ses frais en 4 ans. Bon, donc, maintenant, si la législation veut bien en 4 ans, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il exagère, ça, la législation le dira. Alors, bien sûr, il y a des notions fiscales derrière. Hein, parce que, bon, quand on amortit, on ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, ça doit être en corrélation avec ce que le fisc, je veux dire, veut. Parce qu'il faut pas. Le but, c'est pas d'amortir. Voilà, beaucoup ou prou ou peu. Prou ou peu. Beaucoup ou un petit peu. Non, le fisc, il vous dit d'amortir de manière normale. Mais pas commencer à gonfler les amortissements, ni à les réduire à peau de chagrin. Donc c'est pour ça que je veux dire, parce qu'il y a des voilà, des avantages et des inconvénients, je veux dire, à la gonfler ou diminuer. Voilà, l'avantage par rapport à l'entreprise. Mais des inconvénients de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau fiscal. Donc c'est pour ça que, je veux dire, tout ça, l'administration fiscale a un œil, bien sûr, sur les amortissements. On ne fait pas n'importe quoi sur les amortissements. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait la législation qui est cachée derrière. Alors, je disais que, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette rubrique, donc, autres frais d'établissement? Ben, on peut mettre des frais de recherche, des frais, bien sûr, de recherche, de prospection, d'études de marché, donc, des frais de recherche et développement, des frais de prospection, des frais, on va dire, d'études de marché. On peut mettre, ben justement, là, il vous parle de publicité, des frais publicitaires, on peut les mettre, frais de publicité ou frais publicitaires, on peut les mettre dessus, bien sûr, et tout ça, lors du lancement de l'entreprise. Lors du lancement de l'entreprise. Alors, que vous dit la loi là-dessus? Ben, le taux légal, on a un taux légal, et ça c'est la loi qui vous le dit, ouais, c'est pour ça que tout à l'heure je parle de législation. Vous voyez que voilà, la législation permet tout ça, vous mettez tout dans les bonnes rubriques, voilà, et puis ben, vous mettez le taux légal. Alors le taux légal d'amortissement des actifs fictifs, il est au moins de 20%. Alors j'ai fait un tableau, mais comme je l'ai dit, attention que moi je suis vieux jeu, donc le tableau, il faut aller voir s'il est encore d'actualité. Hein. Donc c'est pour ça que moi je vous dis constamment, bah, ici moi je ne fais pas des mathématiques, hein, je fais en partie des mathématiques appliquées, mais c'est beaucoup de la législation. C'est pour ça que je vous dis que moi, quand je suis vieux jeu, je ne suis pas par rapport à l'ancienne législation. Donc allez voir des anciennes législations. Mais allez voir ce que disent les nouvelles législations. Allez voir ce que disent les nouvelles législations par rapport au taux légal. Donc, ne vous fiez pas, je veux dire, à ce que je vais mettre ici, parce que moi, je suis vieux jeu, peut-être que c'est encore
en accordance actuelle. Ouais, mais le taux légal, voilà, d'époque, c'était moins, au moins 20%. Au moins 20% par an. Hein. Moins 20% par an. Voilà. Et sur base de ça, ben, je peux écrire les écritures. J'ai tout. J'ai tout. Donc, en vue de son lancement, et effectivement c'est le cas ici, lors du lancement d'une entreprise, voilà, en vue de son lancement, une entreprise effectue les dépenses suivantes. Alors, on a bien les frais d'études de marché, il est là, frais publicitaires, il est là, ben voilà, ici il y a encore les frais de recherche et développement et frais de prospection. Donc voilà. Et alors, sachez qu'il y a un régime TVA, ici je vais l'appliquer à 19%. Donc, et là, on va amortir en 4 ans. Bon, supposons que voilà, l'administration fiscale bon, est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Bon, donc on va passer les écritures sur base de 4 ans au niveau voilà, comptable. Alors, pour ça, je vais reprendre ici un amortissement. Voilà, ici. Bon, je reprends tout ceci. Et ceci. Bon, je vais même tout prendre. Je vais juste changer les rubriques. Créer une page. Voilà. Alors maintenant, je ne vais pas amortir de voilà, matériel roulant. Ici, c'est pas du matériel roulant, je vous le dis tout de suite. Alors, je vais aller voir le PCMN. Voici. Alors, le 1, bon, je vous rappelle que 1, c'est fonds propres, provision pour risques et charges. Voilà, ici, vous avez 10 capital, rapport hors capital, 12 plus-value de réévaluation, 13 les réserves, voilà, 14 bénéfices reportés ou pertes reportées, 15 subsides au capital, 15, 16 provisions pour impôts, voilà, dettes à plus d'un an, 17. Puis on arrive le 18, je vois pas ce qu'il est le 18, mais enfin bref. Le 19, à compte aux associés sur le partage d'actifs net. Et puis on arrive en fin 20, frais d'établissement. Et alors vous avez ici 202, autres frais d'établissement, vous le voyez. Alors il y a un amortissement dessus, c'est 2029, hein, voilà, amortissement sur, voilà. Et puis 21, immobilisation incorporelle, 22, terrain construction, 23, installation machine outillage, 24, mobilier et matériel roulant, 25, immobilisation détenue en location financière et droits assimilés, 26, immobilisation corporelle, 27, immobilisation corporelle en cours et à compte, voilà, et ainsi de suite, tralala, 29, créances à plus d'un an, puis on passe au stock. Le 3, c'est le stock. Alors, 30, matières premières, voilà, 31 approvisionnement en fourniture. Bien sûr, c'est stock et commandes en cours d'exécution. Bien sûr, 32 en cours de fabrication. Stock produits finis 33, stock marchandises 34, stock immeubles destinés à la vente 35, stock 36 à compte versé, stock à compte versé sur achat pour stock, voilà, 37 stock commandes en cours d'exécution. Et puis on passe en 4 créances et dette à 1 an ou plus. À 1 an ou plus, oui. Et puis vous avez 41 autres. Voilà, et puis et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, je vais utiliser, vous aurez compris, le compte 2, c'est-à-dire 202 et 2029. 202 2029. Bon, pour les amortissements, il se met de mettre un 9. Donc, ici, je vais mettre 202, frais d'établissement. Autres frais d'établissement, je m'excuse. C'est autres frais d'établissement. Alors, l'amortissement, c'est 2. Je vais mettre il suffit de rajouter un 9. Hein. Voilà, pour dire qu'on a affaire aux deux amortissements. Donc 2000. Voilà. Alors,
Ici, je vais mettre amortissement sur... J'ai créé les rubriques avec ces numéros de compte. Attention, hein, les valeurs ne sont pas bonnes. Sur... Parce que j'ai fait une copie. J'ai pris une copie de quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc, je vais modifier tout ça après. Donc, amortissement sur autres frais d'établissement. Ça, on sait sur quoi on fait là. Voilà. Sur quoi joue l'amortissement. Dotation amortissement sur immobilisation corporelle, ça ne change pas. Alors bien sûr, il faut payer la TVA. Donc je vais mettre un compte TVA, un compte fournisseur. Voilà, alors je rappelle que TVA récupéré, c'est 411. TVA, c'est une TVA qu'on va payer au fournisseur, mais qu'on va récupérer en fin d'année. À récupérer. Voilà, TVA récupérée. Alors, fournisseur, vous connaissez. Alors, pas confondre banque et fournisseur, parce que les numéros sont presque les mêmes. Chaque fois, je fais l'amalgame entre banque et fournisseur. Je rappelle que banque, c'est 550 et fournisseur, c'est 440. De toute façon, vous ne savez pas vous tromper. Pourquoi Parce que la classe 5, elle est dans le fond. Et plus c'est dans le fond, et plus c'est liquide. Plus ça devient liquide. Voilà. Bon, 440, c'est un compte de fournisseur qui est un compte de dette. C'est une dette voilà, à un an ou plus. Un an, donc c'est des dettes court terme qui vont euh, qui sont échues voilà, dans l'année. Ce sont des dettes échues dans l'année. Donc c'est des dettes court terme, puisqu'il existe aussi des dettes long terme. Voilà. Alors maintenant, j'ai tout. J'ai le compte autres frais d'établissement. Alors, autres frais d'établissement, le tout c'est de savoir combien ça coûte. Combien je vais mettre. Bon, j'ai des frais d'études de marché, des frais publicitaires. Donc, frais d'études de marché, frais publicitaires, ça fait combien? Si je mets 420 000 plus 580 000, ça fait 1 million. La somme de ces deux-là, ça fait 1 million. Ah, parce que 420 plus 580, ça fait 1000. Et je rajoute 3 zéros. Donc ça fait 1 million. Donc, alors j'ai une TVA de 19% dessus. Alors, on va mettre 1 million. Là, j'ai déjà 1 million. C'est déjà bien. C'est magnifique. Alors, 1 million. Je vais mettre sur 4 périodes. C'est 4 ans. Donc celui-ci, je vais l'enlever. Je vais enlever cette période-là. Non, ça, je ne peux pas l'enlever. Je recommence. Puisque c'est sur 4 ans, justement. Celui-ci, je vais l'enlever. Donc, je peux calculer déjà sur mes 5 ans. Sur mes 5 ans, ben, ici, ce sera égal à 1 million divisé par 4, parce que c'est sur 4 ans. Voilà. Ça, c'est pour la première année, la première période. La deuxième période, c'est égal à 250 000. La troisième période, c'est égal à 250 000. Voilà. La quatrième période, ce sera égal à 250 000. Voilà, et donc la somme cumulée fera bien 1 million. Les amortissements sur... là, ça va être la même chose. Ce sera 1 million divisé par 5. Voilà. Ouais, attention que c'est pas bon. Divisé par 4. Parce que voilà, c'est 4 ans. 4. Alors, ça, c'est égal à celui-là. Voilà, et puis tout restant est recopié. La cinquième période, on n'en a pas. Puisque c'est sur 4 ans. La TVA à récupérer, ben, je vais mettre 19%. Et donc, il n'y a pas tout ça, bien sûr. Il n'y a qu'une seule TVA à calculer. Et s'il n'y a pas de valeur résiduelle, effectivement, ça n'a pas besoin
Alors, ici, je vais donc la TVA récupérée, c'est 19%. Donc, je vais calculer égal 1 million fois 19%. Voilà, ça fait 190 000. Qu'est-ce qu'on doit au fournisseur? Ben, on ne doit pas tout ça, bien sûr. Fournisseur, il n'y a pas d'amortissement là-dessus. Égal à 1 million plus 190 000. C'est ce qu'on devra au fournisseur. 1 190 000. Ça, c'est la TVA à récupérer. C'est ce qu'on devra payer au fournisseur. 1 million. Ouais, attention que c'est pas là. Hein, parce que c'est pas là, je m'excuse, je me suis trompé. Je copie celui-ci. C'est au crédit. Voilà. Bon, et après, on paiera par banque, bien sûr. À un moment donné, on paiera par banque. Hein. Ceci, bien sûr, il y aura un paiement par banque. Et comme ça, on va solder le compte. Et là, je vais mettre le 550 qui est banque. Et bien sûr, on va solder le compte fournisseur quand on paiera par banque. Voilà. Alors, les dotations. Ben, les dotations aux amortissements, c'est sur 4 ans aussi. Attention que les dotations, c'est en fin d'année. Hein, uniquement. Les écritures, passation d'écriture, c'est uniquement en fin d'année. Voilà. Alors, ici, je crois que j'ai tout au niveau, j'ai tout établi. Donc, la valeur initiale, c'est 1 million. Voilà, sur base de 4 ans, voilà, ça fait 250 000. La somme cumulée, c'est bien 1 million ici. Valeur résiduelle, il reste 0 à la fin. Voilà. Amortissement sur frais d'établissement, on passe les écritures chaque année. Voilà, c'est un amortissement linéaire. On va dire ça comme ça. La TVA récupérée 190 000. Voilà. Donc on a bien un compte ici, un solde débiteur de 190 000 pour la TVA récupérée. Un fournisseur, il est... Ben, normalement, il est soldé en fin d'année. Hein, voilà. Ben, ici, je ne monte pas. TVA récupérée, il est soldé en fin d'année. Mais je ne monte pas parce que j'ai pas encore vu les TVA. Donc, quand je verrai les TVA, bon, je vais le solder. Alors, ici, banque, ici, bien sûr, il n'y a rien. Bon, alors, ici, je rappelle que banque, c'est un compte d'actifs. Fournisseur, c'est un compte de voilà, passif. Alors, dotation, c'est un compte de charge. Donc, c'est des pertes. Des pertes, voilà. Alors maintenant, on va écrire le livre journal. Alors, je vais écrire bon, chaque année, vous aurez une écriture qui sera, bon, on aura, tout d'abord, le premier, c'est 202, voilà, 202 plus la TVA récupérée, 411 à fournisseur. 440. Ensuite, on paye le fournisseur 440. À 550. Voilà. Alors ici, vous avez compris que 202, c'est la rubrique autres frais d'établissement.
411, c'est TVA récupérée. Et à 440, c'est la rubrique fournisseur. Voilà, ça c'est... Et alors, bon, on a un paiement qui se fait. Ouais, on va payer. Voilà, le fournisseur, il sera payé. Ah, on va payer par banque. Voilà. Tout est payé ici. Bon, maintenant, je vais m'occuper des amortissements. Voilà. Période 1. On va écrire amortissement. Donc, voilà, ça c'est... le 1. Période 1 égale... on va écrire... Donc, amortissement... c'est le compte 2029. 2029 à 202. Voilà. Ensuite, fin de la période 1. Fin de la période 1. Donc en fin d'année, de la période 1, ben on va écrire ouais, la dotation de 6000. On va passer l'écriture 6203 pour solder voilà, cette premier amortissement qui est voilà 2029. Là on l'a soldé. Il est soldé. Voilà. Et alors, toutes les autres périodes, ça va être ça. Hein. Ça va être que ça. Donc, je vais faire des copies. Je vais faire des copies. Égal 2029, c'est amortissement sur frais d'établissement. Voilà. 202, c'est autres frais d'établissement. Égal. Alors, 6302, c'est dotation aux amortissements. Et là, on va solder le compte en fin d'année. Donc, on prend ça en charge et cet amortissement n'existe plus. L'amortissement n'existe plus parce que ça y est, il est pris en charge dans un compte de charge. Elle a perdu cette valeur-là. Voilà, elle a perdu la valeur là. Et alors, ceci, alors, sachant que c'est toujours le même montant. Alors, je vais mettre les montants. Bien sûr, les montants au débit, montants au crédit. Au débit, autres frais, ben, c'était 1 million. Non, je m'excuse. Oui, c'était 1 million. C'était voilà, les 1 million ici, valeur initiale. TVA récupéré, 190 000, qui sera soldé en fin d'année, ce compte-là. Mais je ne le montre pas ici. Fournisseur égal, ben, c'est 190 000. Mais 1 190 000, voilà, ça c'est bon ça. Alors, fournisseur, là, on paye, voilà, on paye la totalité ici, 1 190 000, voilà, on paye par banque, voilà, on solde le compte fournisseur, on doit plus rien au fournisseur parce qu'on a payé. Voilà. Alors, amortissement, et là, c'est là que viennent les amortissements, c'est toujours la même chose. Voilà, là j'aurai 1 million divisé par 4, 250 000, et ici on aura 250 000. Voilà. Et en fin de la première année, ben, on va solder ces 250 000.
Donc c'est-à-dire qu'on a perdu 250 000 de valeur. Les frais d'établissement ont été amortis pour 250. Il y a une perte de 250 qu'on fait passer en compte de charge. Et là, une fois que vous avez ça, ben, chaque année, c'est les mêmes écritures. Chaque année, c'est les mêmes écritures. Donc, là, à ce moment-là. Donc, là, quand elle perd 250 000, on n'a plus qu'une valeur résiduelle de 1 million moins de 250 000. On connaît sa valeur résiduelle. C'est-à-dire, il ne reste plus que voilà, 750 000. Il ne reste plus que 750 000. La valeur résiduelle, c'est 750 000. Donc, en fait, vous avez fait la première écriture ici. Voilà, ici en gras. Accueil. Je vais mettre en gras. Ça, c'est la première année. Ouais, donc, on sait bien qu'il ne reste plus que la valeur résiduelle. Ben, c'est égal à la première année, 1 million moins 250 000. Et en fin d'année, 250 000 de charges. Il ne reste plus rien voilà, de 250 000. Elle est amortie. Voilà. Enfin, théoriquement, hein, parce que tout ça, c'est du théorique. Hein. Alors maintenant, là, on va passer en deuxième année. Deuxième année, ben, on a toujours. Par contre, je ne sais pas pourquoi il m'a mis 1 million ici. C'est 2029. Voilà, 202. 2029. Ici, c'est le compte d'amortissement en fin de période. Voilà. Et là, c'est la période, bien sûr, deuxième période, deuxième année. Alors ici, c'est égal, bien sûr, à l'amortissement ici. A, ici, ben, celui-là, c'est autres frais d'établissement. Les montants, ben, c'est un amortissement linéaire sur base de 4 ans. Donc, c'est 250 000. Voilà. Alors, 4 ans, je vous rappelle, hein, ici, j'avais dit le taux légal, c'est au moins 20%. Alors, 20%, au moins 20, quand on dit au moins 20, c'est 20 et au-dessus. 20 et au-dessus. Donc, si vous prenez, par exemple, sur 4 ans, alors, je ne vais pas prendre 1 million, mais je prends 1000. Hein. 1000 sur 4 ans, je divise par 4, ça fait 200 000. Voilà. Ça, un quart, c'est 25%. Si vous faites sur 5 ans, divisé par 5, 1000, ça fait... attention qu'ici, justement, c'est pas 200 000, c'est 250 000. C'est 250. Et comme j'ai retiré les 3 zéros, voilà, c'est 250. Alors, 1000 divisé par 5, ben, c'est 200. Alors, comme j'ai retiré les 3 zéros d'ici, voilà, c'est pas, je prends sur une base de 1000 et pas de 1000 milliers. Donc ici c'est 250, ici c'est 200. Donc là c'est du 25%, ouais, et là c'est du 20%. Voilà, divisé par 5 c'est du 20%, parce que vous avez 20 fois 5 ça fait 100, et 25 fois 4 ça fait 100. Voilà, donc ici le taux légal c'est au moins 20%, mais ici sur base de 4 ans, 4 ans c'est du 25%. 4 ans, c'est du 25%. Donc on y a droit. Mais attention que moi je suis vieux jeu, il faut voir la nouvelle législation comparativement à celle-là. Mais normalement, là-dessus, il n'y a rien qu'à changer. Normalement, allez voir, mais allez voir quand même. Alors, là, 6302, c'est la dotation aux amortissements. Voilà. Amortissement sur frais d'établissement. Voilà, et je fais, pour les autres années, ben, c'est la même chose. Donc, je copie ceci. C'est pas ça.
la période 2 va devenir la période 3. Et là, je suis en période 3 de 3, fin de période 3, on aura l'écriture là. Donc attention qu'ici, période 2, ça veut dire que vous avez passé cette écriture là, hein, en période 2. Donc la valeur résiduelle n'est plus que de 500 000 en période 2. Voilà, en période 2, la valeur résiduelle n'est plus que de 500 000. En période 3, ben, vous avez passé cette écriture là. Donc la période résiduelle n'est plus que de 250 000. Elle ne vaut presque plus rien. Alors qu'elle... Voilà, les frais d'établissement, autres frais d'établissement, tout ça, ça a été étudié sur base de... voilà, ça vaut presque plus rien, je veux dire, ces frais. Ils valent presque plus rien, ils valent plus que le montant de 250 000 en quatrième année. Et fin de quatrième année, ben, ça vaut zéro. Parce que les dotations passent aux charges. Dès le moment où vous passez aux charges, vous clôturez le compte amortissement. Et donc là, c'est fin de période 4. Je vais redescendre encore un tout petit peu. Voilà. Pour écrire la période 4. Et c'est fini. La période 4, enfin, quand vous êtes arrivé à terme, il n'y a plus rien à amortir. La valeur résiduelle vaut zéro de ces frais. Tout a été amorti. Alors pour ça, il faut que je passe le 4, fin de période 4. Voilà. Alors ici, on va mettre, ça c'est le 2029, 202, compte de charge qui est débité et crédité. 2029, c'est bon. Égal, alors amortissement et autres frais d'établissement. Voilà, et les montants. Ici, on va voir le montant de 250 000 et tout apparaît. Et là maintenant, j'ai le livre, dans le livre journal, tout est actualisé. Tout est actualisé. Donc vous voyez que le compte amortissement, il fonctionne sur base de période. Hein. Notamment le haut frais d'établissement, ben, comme il y a un amortissement dessus, ben, on va déduire à chaque fois. Et alors bon, la quatrième année, bien sûr, celui-ci a la passation de cette écriture-là. Et donc la valeur résiduelle, elle vaut zéro. Donc vous voyez qu'on sait trouver les valeurs résiduelles hein, en fonction des passations d'écriture dans l'autre frais d'établissement. On va regarder la période, quelle période qu'on est. On sait calculer la valeur résiduelle par rapport voilà, au compte. Et donc c'est un amortissement linéaire ici qui est basé sur 4 ans, c'est-à-dire de 25%. Et là, le taux légal, bon, il le permet. Parce qu'ils vous disent que c'est au moins 20%. 25%, c'est bon. 20-25%, c'est bon. Je vous remercie.